Qu'on me dise que je suis mamie, bah ouais, je suis une belle mamie. Parce que vieillir, c'est aussi évoluer, se redécouvrir et surtout continuer à vivre pleinement et en bonne santé, la Massif vous invite dans une conversation optimiste et sans tabou autour des grandes étapes de la vie. Bienvenue dans Vieillir, et alors ? Avec l'âge, la vie se transforme, les enfants s'envolent, les parents deviennent plus fragiles, le couple se redéfinit. Ces moments peuvent bousculer, mais ils ouvrent aussi la voie à un nouvel équilibre. Se recentrer sur soi, savourer les petits bonheurs du quotidien, partager avec ses petits-enfants, tisser des liens plus profonds avec les siens. C'est ce qu'a vécu Isabelle Plançon, 57 ans, maman, grand-mère et créatrice du podcast et du compte Instagram « La vie commence à 45 ans ». Après avoir traversé des étapes de vie fortes qui lui ont amené à se réinventer, aujourd'hui, elle incarne la vitalité, la joie de vivre et la force de transformer chaque moment en nouvel élan. En tout cas, moi, quand je t'entends, ça me donne envie de vieillir. Franchement, j'espère que je serai comme toi à 57 ans, parce que c'est hyper inspirant. Elle en discute avec Masha Zabat, psychopraticienne et fondatrice de Boule de Vie, qui met, pour nous, des mots et du sens sur ces passages de vie. J'aimerais bien savoir qui tu es. Oui, et puis j'aimerais bien qu'on se tutoie. Moi, ça me va. Je n'osais pas proposer, mais ça, c'est plus fluide. Mmh. Ouais, super. Je m'appelle Masha. Et depuis 6 ans, j'accompagne en fait donc, des personnes qui ont des addictions. Et en fait, il se trouve que j'ai beaucoup de personnes qui ont justement plus de 60 ans et j'adore travailler avec elles. Moi, j'ai 35 ans, mais en fait, ça me passionne ce sujet parce que je me sens hyper concernée par le vieillissement, qu'est-ce qu'on va devenir. C'est un lien avec les addictions, c'est un lien avec les angoisses existentielles. Et à chaque fois, c'est des personnes qui donnent beaucoup d'espoir, en fait. Voilà. Donc, je suis très contente. Alors, moi, en fait, donc j'ai 57 ans. Je suis en couple depuis presque 8 ans. J'ai divorcé donc, quand j'avais 30 ans. Je me suis mariée à 19 ans. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai aussi un parcours quand même atypique, puisqu'au départ, j'ai grandi dans ce qu'on appelle parfois une secte, et que je dirais pudiquement, parce que toute ma famille est dans ce mouvement religieux, une religion particulière, qui m'a apporté beaucoup de choses positives, mais j'ai décidé d'en partir quand j'avais 30 ans, au moment de mon divorce aussi. Mon ex-mari était aussi dans ce mouvement religieux, toute ma famille, ma grand-mère, tout le monde, mes amis et tout ça. Donc quand j'ai divorcé, je me suis retrouvée toute seule, et ça c'est quelque chose qui est très important, parce que j'avais jamais travaillé, j'avais élevé mes 2 enfants, et notamment mon fils aîné qui était handicapé. Et ensuite, eh bien, je vais partir. Je vais sauter dans le vide à 30 ans parce que je n'ai pas travaillé, je ne connais pas le monde extérieur, je n'ai que des amis qui sont dans ce groupe, ma famille proche aussi. Donc ça, c'est une première fracture très, très importante de ma vie où il a fallu que je m'adapte. Mais avec donc des parents qui m'ont beaucoup, sans le vouloir, ou par amour, dit que si je partais, ça allait être terrible pour moi. Mon père m'a dit, maintenant, à partir de maintenant, il n'y a que des feux rouges pour toi, Isabelle. À partir du moment où je suis partie, toute ma famille et tous mes amis ont pris la décision de ne plus me parler, de me tourner le dos. Et en fait, compte, déjà, dans un premier temps de ma vie, même si c'était très, très dur, j'ai réussi à m'adapter à la situation. Déjà, merci, c'est hyper inspirant. Et je vois en fait d'où tu pars. Et du coup, je suis curieuse de savoir comment ça continue, comment se passe la deuxième partie de ta vie. Et tu vois, j'avais hâte d'expliquer ce qui s'était passé parce qu'en fait, je suis dans un moment, c'est catastrophique, quoi. J'ai un enfant handicapé, j'ai pas de travail, j'ai pas de formation. Comment je vais m'en sortir ? Et en fait, il y a aussi le fait que moi, j'ai toujours été très ouverte. Beaucoup parlé avec les gens, j'ai toujours le sourire. Ça, c'est ma marque de fabrique. Et je rencontre une jeune femme, qui me dit qu'elle est visiteuse médicale. Et elle me dit qu'elle a une voiture de fonction. Alors, je me dis, ça, c'est ce qu'il me faut. Et on me dit, tu peux être visiteuse pharmaceutique. Ah, alors, tac, j'envoie 60 CV et il y a quelqu'un qui me donne ma chance. Au début, je ne sais pas travailler. Puis en fait, je vais réussir à comprendre comment ça fonctionne. Puis parce que j'ai envie de gagner ma vie. Et finalement, très rapidement, je deviens meilleure commerciale dans un laboratoire. Et finalement, on vient me chercher
assez rapidement, je gagne très bien ma vie. J'ai ma voiture de fonction. Donc déjà, professionnellement, je commence à m'en sortir. Et ça, c'est une première base. Et puis, mon fils aussi, il est très, très difficile. Il est dans une période de crise. Et donc, je prends la décision de le mettre dans une petite ferme en Belgique, parce qu'en France, il n'y a pas d'institution à l'époque. Il a 36 ans, mon fils. Donc, à cette époque-là, j'ai quand même un moment de répit dans ma vie. Je réussis à divorcer après 6 ans aussi auprès de mon ex-mari. Donc, j'ai un soulagement. Et puis, je récupère ma fille aussi, qui n'avait pas voulu venir avec moi. Donc, progressivement, les choses se font par étapes. Je retrouve de l'équilibre, parce que moi, j'avais la base quand même. J'avais eu beaucoup d'amour de la part de mes parents. Et ça, cet amour, il m'a porté tout au long de ma vie. Donc la trentaine, qui est vraiment un moment de complète mise à jour, complète reconfiguration, où là, tu es dans la débrouillardise maximale, changement de vie total, et puis tu arrives à stabiliser ta situation, tu récupères tes enfants. Je sais pas, après, ça nous amène là vers la fin de la trentaine, début de la quarantaine. À 40 ans, oui. Ouais. Et après, alors Et après, justement, je refais ma vie une fois, 2 fois, avec des familles recomposées, avec des hommes qui m'aiment, que j'aime, et des enfants que j'aime. Et je suis tellement contente d'avoir réussi à faire tout ça. Et en fait, les 2 fois, ils me quittent pour une femme plus jeune. Et là, catastrophe, parce qu'au bout d'un moment, ça vous tape sur la tête. Et j'arrive, en fin de compte, progressivement à 48 ans avec tout ça, où là, je suis à l'aube de mes 50 ans. Et là, j'ai perdu mon travail. Je n'ai plus de petite amie. Je suis dans un petit appartement en location, et c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je me suis dit, mais c'est pas. Là, moi, je m'imaginais dans une grande maison avec mon chéri, avec mes enfants, mes petits-enfants et tout ça. Et là, c'est pas du tout ce qui se produit. Et là, revient dans ma tête ce que me disait mon père: devant toi, il n'y a que des feux rouges et tu finiras sous les ponts, Isabelle. Et donc, là, je suis en plein doute. Et comme autour de moi, on me dit « Oui, mais tu sais, Isabelle, maintenant, les hommes, ils veulent des plus jeunes. Donc, tu vas avoir 50 ans, t'es fichu. Enfin, tu vas plus rencontrer personne. » Et puis, les consultants me disent « Oh, vous savez, Isabelle, les sociétés, à 50 ans, ils vont plus vous engager, ou alors pour un salaire plus petit. » Alors là, je me dis « Attends, si tu commences à penser comme ça, t'es fichu. » Donc, j'ai 48 ans. Ma fille me dit « Maman, t'as plein de choses à transmettre, tu devrais faire un blog. » Merci pour tout ce partage. J'ai juste noté quelque chose qui me semble essentiel, c'est qu'en fait, dans tout ce parcours de vie, il y aurait eu plein de moments où tu aurais pu te dire c'est trop tard. À 30 ans, à 48 ans, tu vois, tu te retrouves de nouveau dans une situation que tu n'imaginais pas. Et je pense que dans ce thème, et peut-être on y viendra tout à l'heure, il y a quelque chose qui est vraiment important aussi autour de... c'est peut-être des phases de vie où on fait le bilan sur où je me projetais, où je me trouve, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ce qu'on se raconte, enfin en tout cas c'est ce que tu as l'impression de dire, comment on se parle, comment on se regarde, et la capacité à aller puiser ses ressources, c'est complètement déterminant pour renouveler, tu vois. Et en thérapie, j'aime bien la notion de tendance actualisante, c'est vraiment la mise à jour en fait. À tout âge, il y a cette possibilité de se mettre à jour, mais ça peut demander de soigner... Qu'est-ce que je me dis? De quoi je me sens capable? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, il faut faire un reset. Il faut regarder exactement où on en est. On a tous des traumatismes. Et si on se laisse envahir par ces traumatismes, c'est là qu'on va couler. Donc, pour moi, à chaque fois, je me suis dit, effectivement, j'ai vécu tout ça. Mais maintenant, je vais aller de l'avant. Oui, en fait, ce que j'entends vraiment là dans tes propos, c'est que tu as été sujette à beaucoup d'injonctions, on t'a mis beaucoup de limites sur l'âge, après tel âge, le travail, les hommes. Et en fait, c'est comme si toi, tu avais décidé de où tu allais et tu as organisé tes ressources pour... comme si tu avais dit... moi, je vais décider de ma vie. En fait, c'est pas l'âge qui va déterminer où je vais, ni ce que je construis, ni mes traumatismes. C'est moi. Enfin, j'entends vraiment cette force de vie derrière. Et puis, j'entends aussi l'importance de ta famille. Là, tu as parlé de tes enfants, pas mal. Et j'entends que ça a été vraiment je sais pas si je peux dire des piliers, mais en tout cas, ça t'a amené une résilience, une force de vie, une responsabilité accrue à différentes étapes. C'est vrai.
Et jusqu'à maintenant, puisque à l'heure actuelle, je suis entourée par mes 2 enfants qui sont adultes. Mon fils a 36 ans, ma fille a 33 ans. Et j'ai 2 petits-enfants qui ont 9 ans et 5 ans. J'ai encore ma maman qui est encore vivante aussi. Et puis, j'ai renoué avec mes sœurs. Et puis, j'ai un compagnon. Enfin, tout ça, c'est des... Et puis, j'ai des amis. Enfin, voilà. Je te sens très entourée aujourd'hui. Et peut-être que tu es vrai. justement comme tu l'imaginais, pour le coup. Oui. Et je me demande comment ça s'est construit dans le temps, c'est-à-dire comment tu es passée de cette trentaine, quarantaine où tu as souffert peut-être de l'isolement, de devoir te battre pour trouver une place dans cette société, à aujourd'hui, à 57 ans, tu as ses enfants, tu as tes petits-enfants, tu as ta maman, et je vois que tout le monde cohabite harmonieusement, en tout cas, comme on peut l'imaginer dans une famille, tu as ton compagnon. Comment tu en es arrivée à construire ce réseau, cette synergie, et aussi comment ça se passe avec tout ce petit monde? Tout ça, je l'ai justement, comme je n'avais plus rien à 30 ans, forcément, quand vous êtes seule au monde, vous ouvrez vos chakras. Il y a pas, c'est comme ça. Si vous partez en vacances toute seule, vous allez rencontrer plein de gens. Si vous êtes à 2, beaucoup moins. Donc, en fait, il s'est avéré que j'ai commencé à parler avec les gens qui étaient autour de moi, à m'intéresser à eux, à les relancer. Bon, ensuite, il y a aussi quelque chose, c'est que c'est vrai que j'ai une nature à sourire. Et puis, je suis quand même quelqu'un qui organise des week-ends, des soirées. J'ai organisé un groupe aussi où il y avait des célibataires. Donc, on se retrouvait pour faire des pique-niques, pour faire des activités ensemble. J'étais toujours force de proposition. Et je suis dans des groupes où il y a des gens qui se rencontrent. Par exemple, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Jean-Claude Duss, où je vais chaque année au ski avec des personnes de mon âge qui ont entre, on va dire, 45 et 65. Et on va faire du ski, on fait des compétitions de ski. Et le soir, on se déguise. De toutes les façons, déjà, j'ai un groupe amical très important que j'entretiens. J'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, que ça peut être vraiment un des piliers pour bien vieillir, justement, de rester bien entouré. Bien sûr. D'ailleurs, quand on regarde, il y a eu un reportage récemment sur Netflix sur les zones bleues, où il montrait qu'un des éléments de bien vieillir, c'était d'avoir un groupe amical fort. Et effectivement, moi, je le travaille. Ça fait partie de mes piliers. Ensuite, la famille, bien entendu, parce que j'aurais pu me disputer avec mes sœurs, par exemple, en leur reprochant de ne pas m'avoir parlé pendant de nombreuses années. C'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai mis ça sous le tapis. J'ai décidé d'aller de l'avant aussi avec elles. Et je pense que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des difficultés. Et puis, parfois, il faut savoir lâcher. Il faut savoir faire la paix. Il faut savoir aimer. Et moi, je suis dans l'amour, dans la bienveillance, dans le pardon aussi. Je suis dans le moment présent. Je suis aussi dans la rigolade. Parce que j'aime beaucoup rire. Et ça, je ris beaucoup avec mes enfants et puis avec mes petits-enfants. Là, par exemple, le week-end dernier, j'ai emmené mes petits-enfants faire il pleuvait. Alors, il y avait des expositions. Il y avait une exposition sur les dinosaures. Bon, donc, pour 2 petits garçons, c'était génial. Mais on a fait le concours de celui qui faisait le waouh le plus important. Voilà. Il n'y a pas toutes les grand-mères qui ouvrent la bouche comme ça en train de faire le dinosaure. Mais moi, je le fais. Et ça, ils savent qu'ils vont avoir une grand-mère qui est participative à ce genre de jeu. Et en même temps, j'entends que tu es une assez jeune grand-mère, on va dire. Si je calcule bien, tu as eu tes petits-enfants sont nés en tout cas à 48 ans. Voilà, à la fin de ta quarantaine, début de la cinquantaine. Donc, c'est pas forcément toutes les mamies qui ont des petits-enfants aussi jeunes. Est-ce que ça, tu as l'impression que ça joue sur le regard que les gens portent sur toi, que l'extérieur porte sur toi? Peut-être, parce que je me souviens quand j'ai été grand-mère, j'étais allée dans un bar avec plein de copains et puis ils ont tous dit « Ah, t'es mamie !» Et moi, j'ai dit « Oui, mais je suis grand-mère, j'ai une descendance. » J'étais tellement fière de ça. Pourquoi ? Parce que déjà, j'avais un enfant handicapé, il faut s'en souvenir, qui ne pouvait pas avoir de petits-enfants. Ma fille, elle avait un syndrome polykystique et en fait, j'ai cru qu'elle n'aurait pas de petits-enfants. Donc, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, mais c'était pour moi le plus grand des bonheurs. Et puis aussi, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je me sens assez sûre de moi. Je suis assez sûre de ma séduction vis-à-vis des hommes, même à mon âge. Et ça ne m'a jamais posé, et encore moins à 48 ans. Alors donc, qu'on me dise que je suis mamie, je suis une belle mamie. Qu'est-ce qu'il y a ?
En fait, ça apporte quelque chose d'être grand-mère. Ça n'enlève rien. Les femmes qui ont peur d'être grand-mère, en fait, je leur dis, n'ayez pas peur, ça va vous apporter une couronne de beauté dans votre vie. C'est magnifique. Vous allez pouvoir transmettre des choses à des enfants qui vont vous regarder avec émerveillement. Donc, moi, c'est une partie de ma vie qui est exceptionnelle. En fait, ce que je entends vraiment, c'est que il y a beaucoup des peurs autour de vieillir, elles viennent de ces injonctions extérieures, de regards qu'on peut porter sur les femmes qui dépassent un certain âge ou qui passent certaines étapes. Tout à l'heure, tu parlais de la ménopausée, il y a la grand-mère, là, comme si c'était hyper grave tout à coup d'atteindre ces stades. Et moi, j'entends quand tu parles la fierté et le privilège et à quel point c'est comme si tu mettais beaucoup de qualité de présence dans ta vie. Et j'ai l'impression que ça, voilà, c'est ce qui crée ta vitalité. Là, en fait, quand je t'entends, il y a comme un amour de la vie, en fait. Oui, mais en fait, quand même, il faut dire une chose. Quand on me voit, on voit bien que je fais attention à moi. Hein, je suis quelqu'un qui m'entretient énormément. Je fais du sport 2-3 fois par semaine, du sport en fonction de mes articulations. Je fais attention à mon alimentation. J'avais pris beaucoup de poids. J'ai perdu à peu près une vingtaine de kilos. Et je fais en sorte d'avoir une masse musculaire, de faire aussi de la mobilité. Je fais du yoga, je fais du pilate, parce que la mobilité, c'est très important. Donc, de toute façon, d'une façon générale, je m'entretiens. Je fais aussi beaucoup de choses pour être en forme physiquement. C'est-à-dire que je fais des examens préventifs. On n'est pas en forme par hasard. C'est pas vrai. Je pense que ça, c'est super important, effectivement. Le soutien actif, concret, préventif, pas juste attendre que la maladie tombe ou que le corps perde en mobilité. Et voilà, j'entends la grande responsabilité, en fait, que tu prends de t'entretenir, de rester en forme, en vitalité. Oui, mais tout ça, c'est aussi le moral. Ouais. Parce que souvent, on me dit, Isabelle, tu as le moral. Mais le moral, si je me regarde dans la glace que je ne ressemble plus à rien, je ne vais pas avoir le moral. C'est pas possible. Mais si à mon âge, je me dis, bon, tu es quand même pas mal, Isabelle, ce que je me dis à l'heure actuelle, finalement, je suis déjà en forme. Puis quand on est fier de soi aussi, parce que j'avais même pas mon bac et je suis arrivée à très bien gagner ma vie maintenant. Je suis visiteuse hospitalière dans un laboratoire très pointu, très compliqué, on va dire, où on demande normalement des compétences techniques. Et j'y suis parvenue parce que là encore, je me suis formée. Je suis allée me former, me reformer, me reformer. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté. En fait, ce à quoi je suis sensible, en tout cas, c'est l'autorisation que tu te donnes. Et c'est peut-être ça, le sens aussi du message, l'autorisation de prendre soin de soi. Moi, j'aime bien se prendre à cœur, cette expression, et le faire concrètement. C'est vraiment quelque chose comme ça. C'est-à-dire que on peut passer sa vie à s'interdire, en fait, de faire attention à soi, de réaliser ses envies, ses désirs, y compris en se disant « j'ai plus l'âge, c'est trop tard », parce qu'on entend ça de partout. Et ça peut arriver très jeune, en fait. C'est pas forcément après 45 ans. Notamment quand on est une femme, même si on en parlait un peu tout à l'heure, les hommes aussi peuvent vivre les mêmes problématiques. Mais voilà, en fait, pour moi, il y a quelque chose vraiment, en tout cas, c'est ça que j'entends et je le sens quand je t'entends parler, c'est l'autorisation que tu te donnes de faire ce qu'il y a à faire, en fait, d'aller vers ton cap, de donner de la place pour ce qui est important pour toi. Et voilà, j'ai l'impression que tout ça, ça participe justement à cette vitalité. Alors, je vais te répondre, tu vas être étonnée comment je vais te répondre. Parce qu'en fait, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Oui. Et pour s'aimer soi-même, il faut s'autoriser à s'occuper de soi. En fait, sinon, on est dans le sacrifice permanent. On est dans je deviens une infirmière pour les autres. Je suis tout le temps en train de penser à mes traumatismes, à ce que j'ai raté, à ce à quoi j'ai échoué. Ça, c'est un cercle vicieux. Et pour en faire un cercle vertueux, il faut commencer par soi. Prendre soin de soi, c'est pas juste une autorisation, c'est même une responsabilité et que c'est peut-être le meilleur service qu'on puisse rendre au monde. Tu as tout à fait raison. En réalité, si tu veux être le tronc principal, et souvent les femmes, on l'est, d'une famille, et puis après, avec l'âge, on devient les parents de ses parents. Oui.
Et il faut quand même s'en rendre compte. Donc, il y a un moment donné où on est il y a un tronc principal, c'est nous. Et d'un côté, il y a nos enfants qui grandissent, qui des fois même peuvent devenir de jeunes adultes, mais c'est encore des jeunes adultes qui ont besoin encore d'un soutien. Peut-être encore des petits-enfants qui ont encore plus besoin d'un soutien. Plus, il faut s'occuper de ses parents, comme nos enfants. Et encore, pendant cette période de vie, à 57 ans, on doit mener de front une carrière et la réussir. Et la maintenir aussi, je dirais, en France, parce que souvent, c'est compliqué de garder son job à plus de 50 ans. Il faut aussi garder son couple, ou si on est célibataire, retrouver quelqu'un. Donc, tout ça, c'est un casse-tête chinois. Et donc, si soi-même, on n'est pas équilibré, pour moi, le plus important, c'est l'équilibre. Et pour être équilibré, eh bien, il y a des notions qu'il faut intégrer. C'est-à-dire qu'il faut bien dormir. Donc, elle est quand même, moi, 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, j'essaye d'aller me coucher tôt, genre 9h30. Même si je bouquine dans mon lit ou si je regarde une série, je suis dans mon lit. Je fais des choses d'une façon le plus équilibrée possible. De temps en temps, c'est un peu déséquilibré, je fais moins de sport, c'est pas grave, je m'aime beaucoup, j'en referai après. Je suis pas là en train de me dire « Oh là là, t'as pas fait de sport, oh t'as pris 2 kilos, oh t'as pris une ride ». Non, je me dis « Oh là là, t'es chouette quand même Isabelle, hein. T'es chouette comme fille ». Voilà, comment je me parle. Parce que souvent, on se parle mal aussi. C'est ça. Alors, à force de mal se parler, notre cerveau, il a enregistré, parce que c'est quand même le boss du corps, hein. Lui, il a enregistré tout ce qu'on s'est dit, qu'on n'a pas réussi à faire ci, qu'on ne sait pas faire ça, que ceci, que cela. Et à la fin, comment tu veux être en bonne santé? C'est impossible. On a accumulé tellement d'angoisse, tellement de stress, tellement de frustration qu'on ne peut pas être bien. Si déjà notre cerveau, il nous aime bien, eh bien, tout le reste va aller beaucoup mieux, je pense. Je suis touchée par ce que tu dis là. Tu fais vraiment attention à toi, tu t'écoutes. C'est toi qui décides à partir de ce que ton corps te renvoie. Tu as cette responsabilité vis-à-vis de ta santé. Et j'ai l'impression que c'est ça qui te permet aussi d'être présente et disponible pour les autres. Et j'entends que donc tu as tes 2 enfants, dont ton garçon qui est handicapé. Donc tu es aidante en fait depuis longtemps. Tu as tes petits-enfants. Tu as ta maman qui est encore en vie. Comment tu t'organises avec tout ce monde autour de toi? Alors attention, je ne les ai pas tout le temps. Mon fils, il est dans une institution spécialisée puisqu'il a 36 ans. Et ça, c'est un choix aussi de ma part. Il y a des parents qui ont décidé de garder leur adulte handicapé à la maison. Donc, ils vont sacrifier leur vie. Moi, je n'ai pas pris ce parti-là. Donc, je ne juge pas dans un sens ou dans un autre. Il va rester 15 jours avec moi. Eh bien, pendant 15 jours, je vais me consacrer à mon fils. On va faire plein d'activités ensemble, mais ça va être 15 jours pleins. Après 15 jours, je suis vidée. Si c'était tout le temps comme ça, je n'aurais pas la même vitalité. En tout cas, tu n'aurais pas la même disponibilité pour lui, la même qualité de relation, quoi. Aussi. Bon, après, pour ma maman, elle est aussi dans un EHPAD spécialisé puisque maintenant, elle est arrivée à avoir la maladie d'Alzheimer. Elle ne peut plus être autonome du tout. Donc là, je vais aussi partir dans 3 semaines. Je pars une semaine la voir et pendant une semaine, je vais bien m'occuper d'elle. En fait, j'ai tronçonné ma vie avec des moments où je m'occupe à fond de ma maman, à fond de mon fils, qui en aura besoin toute sa vie. Je passe des week-ends de qualité avec mes petits-enfants. Mais tout le reste du temps, en fait, je n'ai plus mes enfants à la maison. J'ai mon compagnon, enfin, c'est un grand garçon de 63 ans. Hein. Donc, du coup, moi, je ne suis pas là en train de faire... disons que je ne suis pas une très, très grande cuisinière. Hein. Voilà, il faut le savoir. Moi, j'adore bricoler, donc j'aime bien acheter des meubles, les repeindre. J'aime bien chiner. J'aime bien faire la généalogie, donc je fais beaucoup de généalogie. J'aime beaucoup interviewer des gens, donc ça aussi, ça fait partie de mon plaisir. Donc, j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup me déguiser aussi. J'aime beaucoup danser. J'aime énormément chanter. Donc, en fait, toutes ces activités et ces passions que j'ai, je fais les choses parcimonieusement, un petit peu ci, un petit peu ça. Mais j'ai du temps, en fait, pour moi. Mais je le fais avec grand plaisir.
Et tu as du temps parce qu'aussi, j'entends que tu t'es organisé tu as fait des choix, c'est ce que tu as dit, tu as créé du temps. Et ça te permet de passer, encore une fois, du temps de qualité avec tes proches plutôt que d'être dans, je crois entendre quelque chose comme une posture un peu écrasée ou sacrificielle où tu dois porter des choses trop lourdes. Oui. Parce qu'en fait, moi, pendant 10 ans, j'ai eu mon fils tout le temps à la maison, ces 10 premières années, et c'était terrible. Et à un moment donné, je parlais à ma famille, à tout le monde, je leur disais, il faut que je trouve un relais. Et personne ne voulait l'entendre. Ils me disaient, oui, mais c'est ton karma. Enfin, ils me disaient, c'était ma croix. Ils me disaient, mais moi, je ne pouvais plus. Et en fait, quand on arrive à ces points de rupture, on n'est plus en capacité de donner. Et moi, je me suis dit, c'est pas bien, parce que je peux même plus donner à ma petite fille, qui, elle a besoin aussi de temps, de patience, de joie. Donc, après, chacun a sa méthode. Mais la mienne, je dirais que c'est une méthode que je me suis fait toute seule. Et si je rassemble un peu dans cette idée de bien vieillir, comment bien vieillir, et peut-être qu'il y a un moment où tu auras envie aussi de donner un peu des pistes ou des conseils pour les personnes qui ont peur de vieillir ou qui ne savent pas comment bien vieillir. Moi, j'ai noté comme ces piliers, il y a vraiment l'état d'esprit. Je reviens là-dessus parce que ça a l'air de teinter tout ton parcours et c'est vraiment ça, ce qu'on se raconte sur soi et comment on se parle aussi, c'est déterminant. Ça, tu l'as dit très clairement. Il y a le pilier relation que tu nourris de manière très consciente et très souveraine. Et enfin voilà, j'entends que tu mets beaucoup de soin à cet endroit et que tu fais des choix qui sont pas toujours compris par l'entourage, mais toi, tu décides. Et puis, il y a la santé, l'entretien, aussi tu parlais de prévention, de dépistage, d'affronter éventuellement des tests médicaux qui peuvent effrayer. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, d'autres piliers, d'autres pistes pour bien vieillir, enfin des choses dont on n'aurait pas encore parlé? Je pense qu'il faut d'abord beaucoup d'amour, beaucoup de rire. Il faut de l'humour. Il faut avoir de l'humour parce que quand on vieillit, on commence à avoir un cou qui vient comme le dindon. En dessous les bras, il y a des chauves-souris qui arrivent. Enfin, on n'a plus le corps exactement comme on aimait. Voilà, on devient quelqu'un d'autre. Et moi, je suis encore dans les meilleures parties de ma vie, mais je vais devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut-être qui ne me ressemblera plus. En tous les cas, que je ne retrouverai plus. Mais je me prépare psychologiquement pour bien aimer cette personne, pour l'accompagner le plus possible. Je veux l'aimer, cette personne. Et comme tu disais, le principal déjà, c'est comment on se parle. Ensuite, comment on se projette. Moi, j'ai des rêves. Et je veux les réaliser. Et pour les réaliser, je m'imagine dans cette situation, mais tous les soirs. Avant de m'endormir, je m'imagine dans cette situation. Pour être en bonne santé psychologiquement, tu abordes aussi ça. Tu veux être en bonne santé psychologiquement, tu sens que tu es stressé, tu vas avoir des professionnels. Il m'est arrivé d'aller voir des psychologues parce que j'avais besoin de sortir tout ce qui était à l'intérieur de moi. Donc en fait, c'est toujours pareil. Je pense que dans toutes les situations, il faut initier quand même quelque chose et après, on aura la réponse. En fait, ce que j'entends en sous-texte, là, derrière ce que tu dis, c'est qu'on peut se dire c'est une fatalité en vieillissant, d'avoir mal, tu vois, il peut y avoir toute une sensation d'impuissance peut-être, et j'entends que toi, tu dis, non, il faut prendre les devants, il faut prendre ses responsabilités, et en fait, on peut actualiser, on peut améliorer, on peut... Si vous voyez que quelque chose ne va pas, vous pouvez toujours agir. Il faut arrêter le radeau, dire attends, je vais pas dans la bonne direction là. Là, je vais dans les chutes du Niagara là. Donc là, hop, je m'arrête. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a toujours quelque chose à faire. Et justement, quand tu dis il y a toujours quelque chose à faire, ça me connecte quand même à ce que moi j'appellerais un 4e pilier que j'entends, c'est les projets en fait. C'est-à-dire que tu te projettes dans le futur, tu vas quelque part justement, tu diriges ta barque, tu te laisses pas porter comme ça. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça participe à ce bien vieillir en fait. Bien sûr. Là, par exemple, mon compte que j'ai créé, qui s'appelle « La vie commence à 45 ans », donc quand j'avais 48 ans. À l'heure actuelle, c'est un compte qui me permet d'avoir un podcast. Donc, c'est vraiment très enrichissant pour moi. Et également, donc intellectuellement. Et puis aussi, c'est enrichissant parce que les gens, par exemple, professionnellement, me voient différemment. Avant, j'allais dans un congrès, les gens, j'étais vraiment Isabelle,
appels perdus dans tous les autres commerciaux. Maintenant, les directeurs de grandes sociétés internationales viennent me voir et me serrent la main en me disant « Ah, Isabelle, j'adore ce que tu fais, etc. » Ils trouvent que je me suis renouvelée. Et en fait, on peut tous le faire, puisque en fait, moi, j'ai tout appris en regardant YouTube, des tutos, voilà. Je n'ai eu aucune formation. J'ai eu une auto-formation et surtout une auto-motivation de le faire. Et maintenant, comme je vois que je suis capable de faire ça, de faire des montages, etc., eh bien moi, je me projette dans le futur. Je me dis, quand je vais être à la retraite, ça sera une opportunité pour moi, peut-être pour écrire des livres, pour faire des conférences, pour organiser des retraites, pour être une voix des femmes de cet âge-là. Et en tous les cas, c'est ce que je veux faire. En tout cas, moi, quand je t'entends, ça me donne envie de vieillir. Franchement, j'espère que je serai comme toi à 57 ans, parce que c'est hyper inspirant. Merci. Mais c'est sincère. La Massif vous accompagne à chaque étape de votre vie. Retrouvez tous les épisodes de Vieillir et alors sur les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et nos conseils pour mieux vivre au quotidien sur le site massif.fr.